Il y a eu un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi au palais présidentiel. Le budget 2015 s'élève à plus de 5 014 milliards de francs CFA. Le bureau de la CEI passe de 6 à 9 membres. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont pris fin ce vendredi. Les acteurs ont pu démontrer sur 3 jours l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Il y a un an, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme lançait officiellement la réforme portant sur l'arrêté de concession définitive ACD. Un an après, quel bilan et perspective? Réponse dans cette édition. La mobilisation se poursuit pour venir à bout du virus Ebola qui a tué à ce jour 3300 personnes selon l'OMS. Cuba envoie 165 médecins en Sierra Leone pour lutter contre le virus Ebola. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Commençons tout de suite par ce communiqué de la présidence de la République. Le jeudi 2 octobre 2014, de 18h à 19h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au cours de cette réunion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que les frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola soient rouvertes, comme il avait annoncé le 26 septembre 2014 lors de son discours à la 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En exécution de ces instructions et dans un esprit de solidarité sous-régionale, les mesures de restriction sont levées. Les vols entre la Côte d'Ivoire et les pays affectés sont désormais autorisés. Dans le but d'accompagner efficacement cette levée de restrictions, le Conseil a décidé du renforcement des mesures sanitaires déjà en vigueur dans les aéroports internationaux du pays, de la mise en place de mesures techniques au niveau du transport aérien en relation avec les pays concernés. Et justement, il y a eu donc un conseil extraordinaire des ministres ce vendredi au palais présidentiel. Le conseil présidé par le chef de l'État s'est penché notamment sur la commission électorale indépendante et le budget 2015. Pour la première fois, le budget passe la barre de 5 000 milliards de francs CFA et le bureau de la CEI compte désormais 9 membres au lieu de 6. Le reportage est signé Viviane Aïmer. Au menu de ce Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le sujet à nouveau de la composition du bureau de la CEI, la commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres a décidé de porter à 9 les membres du bureau de la commission qui précédemment étaient au nombre de 6. Au regard du contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, et tout cela dans un souci de consolidation de la paix et de renforcement de la démocratie, le chef de l'État a décidé de faire un effort supplémentaire pour intégrer donc l'opposition à cette CEI. Ainsi, les modifications faites portent premièrement sur la désignation de 2 secrétaires adjoints supplémentaires et sur la création d'un poste de 4e vice-président. Le bureau de la CEI passerait donc de 6 membres à 9 membres. 6 membres, c'était le président, 3 vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Et donc on passerait à 9 membres, composés comme suit, donc le président, 4 vice-présidents, le secrétaire et 3 secrétaires adjoints. Ce nouvel aménagement porte ainsi à 20 le nombre des commissaires de la CEI. Le projet de loi va être soumis au vote des députés. Le Conseil des ministres vient de décider du montant du budget 2015. C'est un montant jamais atteint auparavant. 5 014,3 milliards de francs, soit une progression de 72% depuis 2010. Ce budget est constitué à 80,3% de ressources intérieures. C'est la première fois que nous atteignons la barre historique et symbolique de 5 000 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de 72% par rapport à celui de l'année 2010. Les principaux chiffres que je peux donner à ce niveau
pour vous permettre de mieux apprécier le projet de budget sont les suivants. Les ressources, comme je l'ai indiqué, sont à 5 014,3 milliards de francs CFA et se décomposent en 80,3% de ressources intérieures et 19,7% de ressources extérieures. En ce qui concerne les ressources intérieures, elles sont constituées de recettes fiscales à hauteur de 2 754,9 milliards de francs CFA et sont en hausse d'environ 10% par rapport à 2014. Bien entendu, nous avons les émissions sur le marché qui se chiffrent à 1 046,1 milliards de francs CFA et les ressources extérieures qui s'élèvent à 988,5 milliards de francs CFA. Ces 5 014,3 milliards de francs vont permettre au gouvernement d'améliorer toujours plus les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et c'est toujours dans ce souci que le Conseil des ministres a décidé d'apporter une solution définitive aux inondations régulières du carrefour de l'Indénié grâce à l'ouverture d'un chenal dans cette zone et la construction d'un pont allant de la Pisam à la cathédrale pour permettre le passage des véhicules. La pharmacie de la santé publique a été inaugurée aujourd'hui. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur des États-Unis qui ont procédé à l'inauguration ont aussi lancé les travaux de l'entrepôt préfabriqué. Ces deux projets sont cofinancés par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international et d'autres partenaires. Les explications de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont pris fin ce vendredi. Les acteurs ont pu démontrer sur 3 jours l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Toutes les opportunités du cacao et du chocolat ont été présentées. Le cacao, un secteur porteur des producteurs et gestionnaires de coopératives, ont été primés. On en sait plus avec Noël Niagno. Le cacao, l'arbre, le cacaoyer, le fruit, la cabosse, les fèves, l'or brun. Voici plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a en fait un produit économique, un produit social aussi. Aujourd'hui, il passe au stade de produit culturel. C'est la référence de la première édition des Journées du cacao et du chocolat. Le gouvernement a décidé de se donner les moyens de l'exploitation de cette nouvelle donne. Pour l'heure, hommage a été rendu à Feu Aboulaye Fadiga, pionnier dans la gestion de la filière café-cacao, surtout pour la qualité du travail abattu sur son leadership. Son prix est allé au meilleur gestionnaire des coopératives, Mme Fanny de Meyagui. Le prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national à Bleuiaka. Le prix de la meilleure coopérative, toujours prix Alassane Ouattara à l'Union des coopératives de la région du Go. C'est fini pour la première édition. Les organisateurs ont été félicités pour la qualité du travail. D'ici à la prochaine édition, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, se fixe 3 objectifs. Renforcer la solidarité entre les pays producteurs, faire la promotion de la consommation ici et partout ailleurs dans le monde. Enfin, travailler à améliorer le taux de transformation, aujourd'hui de l'ordre de 35% à 50% à l'horizon 2020. Compétitivité des entreprises et émergence 2020, force et faiblesse du dispositif. Le réseau des points focaux du comité de concertation, État, secteur privé, vient de plancher sur ce thème. Comment financer les entreprises ivoiriennes et les rendre plus compétitives sur le marché mondial? Les entreprises et banquiers tentent de trouver une réponse. Explication avec Guy Roger Nguessan et Jean-Jacques Kwamiala. D'un côté, des entrepreneurs en quête de financement et de l'autre, des établissements bancaires et des crédits. Au menu de leur rencontre, un sujet d'intérêt commun, le financement des entreprises. 2 panels pour amener ces acteurs de l'économie ivoirienne à poser les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant, à savoir la grille de lecture du banquier pour accorder un crédit et les éléments clés pour convaincre son banquier. Car si pour les promoteurs de PME, les banques sont difficiles et ne prêtent qu'aux grosses entreprises, les banques en revanche posent le problème de confiance et de garantie. Ce que nous attendons de la banque, c'est que la banque nous fasse un peu confiance. Peut-être ils essaient de créer des gens, employer des gens ou bien former des gens pour aller vers les petites entreprises, ceux qui veulent financer, pour essayer de les encadrer un peu. Peut-être ça sera un peu trop pour eux, mais quand même qu'ils fassent un peu, parce que nous qui sommes petits, nous sommes aussi nombreux. Au lieu de toujours courir vers les grands. Nous avons besoin d'avoir confiance aux PME pour savoir que l'emprunt qu'elles contractent auprès de notre établissement, cet emprunt va être remboursé. Pour Bernard Ndoumi, initiateur de ces échanges, le développement économique de la Côte d'Ivoire passe par les PME. Ce secteur représente environ 98% du tissu économique et 20% de la richesse nationale.
Il faut donc promouvoir les jeunes entrepreneurs. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est quand elle aura de nombreuses entreprises et de nombreux chefs d'entreprise. Au sortir de cette rencontre, il a été recommandé aux entrepreneurs et banquiers d'approfondir leur coopération. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était hier au rendez-vous du gouvernement organisé par le Centre d'information et communication intergouvernementale. Elle a expliqué à la presse ses actions en faveur de la famille en Côte d'Ivoire. Quelle famille pour garantir la cohésion sociale et une solidarité entre les populations pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'est le thème de son exposé, nous explique Gabriel Zani. Pour Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, tous les maux de la société proviennent en partie de la fragilité de la famille. Fragilité causée par la faiblesse des revenus, le divorce, le chômage. Pour résoudre ces questions, le gouvernement, via son département, a entrepris des mesures fortes pour soulager les populations. Elle s'est exprimée ce jeudi 2 octobre devant la presse à la tribune des rendez-vous du gouvernement. L'État fait sa part dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez les mesures donc, qui sont prises par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie des populations. Avec le programme de logements sociaux, c'est une activité à l'endroit des familles. L'amélioration des infrastructures scolaires, le recrutement des enseignants. Ajouter à ces actions la création de la Commission nationale de la famille, la prise de dispositions en faveur des fonctionnaires victimes des usuriers, le financement des activités génératrices de revenus pour des femmes à hauteur de 750 millions de francs CFA, la mise en place de la ligne 116, numéro vert pour les enfants en détresse. Ces efforts du gouvernement visent à donner à la famille son équilibre. Selon la ministre, le gouvernement a fait de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ses axes prioritaires. En 2015, environ 9 milliards de francs CFA seront alloués aux activités du ministère de la Solidarité, soit une hausse de 20% par rapport au budget de 2014, estimé à 7 milliards de francs CFA. Il y a un an, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme lançait officiellement la réforme portant sur l'arrêté de concession définitive ACD. Un an après, quel bilan et perspective? Réponse avec Godefroy Okambawa et Fatou Fofana. L'arrêté de concession définitive ACD est cette ordonnance qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains en Côte d'Ivoire. Acte par lequel l'État procède au transfert de la propriété des terrains urbains aux personnes privées. Un an après sa mise en application, où en est la réforme? La rencontre de Grand Bassam vise à répondre à cette question et aussi amener les acteurs qui interviennent dans la chaîne du foncier urbain à harmoniser le point de vue et mener efficacement la procédure dans le traitement de l'ACD. Avant la prise de l'ACD, un Ivoirien devait faire 3 allées et venues pour solliciter dans un premier temps la lettre d'attribution, un arrêté de concession provisoire ensuite, le certificat de propriété foncière. Donc il fallait 3 étapes pour avoir un acte de pleine propriété en Côte d'Ivoire. Avec cette réforme, c'est désormais un seul acte qu'on appelle l'ACD. Vous avez noté dans les statistiques qu'il y a eu un peu plus de 3000 actes qui ont été signés par le ministre, rien qu'à Abidjan, alors qu'avant on n'avait pas, en tout cas ces performances-là. Nous souhaitons améliorer tout cela. Au terme de cet atelier, selon les autorités en charge de l'urbanisme, il convient de retenir que l'arrêté de concession définitive est l'unique document à produire désormais en Côte d'Ivoire comme titre de propriété d'une parcelle de terrain. Et pour mettre fin aux polémiques concernant le mode de délivrance, pour les terrains situés dans le district autonome d'Abidjan, l'ACD est délivrée uniquement par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme, tandis que les préfets, eux, sont chargés de cette délivrance dans les zones situées hors d'Abidjan. Et l'appel du gouvernement à quitter les zones à risque semble ne pas être entendu par certaines sociétés immobilières. Elles continuent de construire dans des zones dangereuses, parfois sur des canalisations d'eau. Le constat a été fait par notre équipe de reportage hier à la Riviera 3 Mbadon, cité Sinakasi 2, dans la commune de Cocody. Inquiets, les riverains interpellent le ministère de la Construction afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme sensibilise les populations à la création de syndicats de copropriété. Ces syndicats devraient contribuer à sécuriser les quartiers aux cités, préserver les espaces verts, maintenir la salubrité.
L'opération pilote de relance de la copropriété du ravalement des façades a eu lieu hier dans la commune de Yopougon. Des résidences ou cités délabrées, des façades défraîchies, des couloirs insalubres. Dans certains quartiers à Abidjan, les espaces verts n'existent plus. Les systèmes d'éclairage et d'assainissement des habitations sont défaillants, sans oublier les modifications anarchiques observées sur certains bâtiments. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a décidé de mettre un terme à cette situation. 130 jeunes appelés syndics viennent d'être mandatés. Ils ont pour mission de sensibiliser à la mise en place des syndicats de copropriétaires. Objectif, amener les copropriétaires à améliorer leur cadre de vie, notamment en redonnant des couleurs aux façades des maisons dans le district d'Abidjan. Ils ont été formés conformément aux textes en vigueur. Ils vont être déployés dans vos quartiers pour venir expliquer comment se mettre ensemble. Comment oublier les anciennes habitudes. C'est le lieu d'exhorter tous nos concitoyens à leur réserver un bon accueil. Il s'agit d'une action noble. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. La phase pilote de l'opération a démarré dans la commune de Yopougon, précisément dans le quartier Saguiliba, au bloc célibataire. La copropriété permettra la résolution durable de nos problèmes que sont la gestion des eaux usées et ordures ménagères, l'assainissement de notre cadre de vie. La mise en place des syndicats en vue de l'embellissement et de l'assainissement des quartiers s'étendra à toute la Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné par le ministre Mamadou Sanogo. Plus de 2600 porcs sont morts dans la région de San Pedro. La cause du moins est liée à la peste porcine, épidémie présente en juin dernier dans la localité. Et bien pour lutter efficacement contre la maladie, les services du ministère des Ressources animales et halieutiques ont abattu près de 2000 porcs dans un rayon de 10 km pour freiner l'épidémie, nous explique Éric Goré, Serge Coléa. C'est en 1996 que la Côte d'Ivoire a enregistré la présence de la peste porcine sur son territoire. À cette époque, plus de 100 000 porcs ont été abattus pour freiner l'épidémie. Une grosse perte économique pour la filière. Récemment, en juin, la maladie des porcs et sangliers a ressurgi dans la localité de San Pedro, région du Bas-Sandra. Les autorités locales, appuyés par le ministère des Ressources animales et halieutiques, ont procédé à l'abattage systématique des porcs sur un rayon de 10 km. Du côté de la commune de San Pedro, nous avons fait le tour, nous avons fait un ratissage. Nous sommes allés du côté de Moussadougou avec l'appui et le soutien du chef de Moussadougou. Nous avons sensibilisé les éleveurs. Et là-bas aussi, nous avons procédé à un abattage sanitaire des porcs de la zone. Lorsque cette peste se déclare, le cheptel est atteint à 100%. Ce sont des animaux apparemment sains, mais ils sont déjà atteints. Donc on ne peut pas dire que mon animal se porte bien pour qu'on l'ait abattu. Il est déjà atteint. Le secrétaire général de la préfecture de San Pedro, Kwasi-Ndri Justin, a souligné que cette opération d'abattage n'a pas pour objectif de réduire à néant les efforts des éleveurs. Il s'agit tout simplement de protéger la filière porcine à San Pedro de cette épidémie. La page politique de cette édition s'ouvre avec cette rencontre de la jeunesse du PDCI RDA de la région du Zanzan. La jeunesse soutient l'appel de Daoukro, appel du président Henri Konan Bédié à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Kamagate Adama Maïsako. L'appel à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, lancé le 17 septembre dernier à Daoukro par le président Henri Konan Bédié, vient d'avoir un écho favorable, cette fois auprès de la jeunesse PDCI du Zanzan. Par la voix de son porte-parole, elle a exprimé ce mercredi son soutien à l'appel de Daoukro. Les jeunes du PDCI RDA du district du Zanzan voient en l'appel de Daoukro lancé par le président de leur parti, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, une opportunité pour les héritiers de continuer l'œuvre gigantesque du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle,
Le président Henri Konan Bédié, un visionnaire, grand homme d'État, leader charismatique, n'a fait que traduire les aspirations des populations en privilégiant l'intérêt national pour un bonheur partagé. Pour garantir le suivi et le respect de l'appel lancé par le président du PDCI-RDA, la jeunesse PDCI du Zanzan prend des engagements. Les jeunes du PDCI du district du Zanzan s'engagent à expliquer le bien fondé de cet appel à tous les jeunes du Zanzan et dans toutes les contrées de la région afin d'assurer la réélection du président Alassane Ouattara. Présent à la rencontre, le ministre des Ressources animales et halieutiques, également porte-parole du PDCI dans le Zanzan, exhorte les jeunes du parti à l'union. Les enfants divisés hier, aujourd'hui se retrouvent pour parler le même langage. La vraie voie, c'est celle que dessine Henri Konan Bédié, qui a travaillé aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. La jeunesse PDCI du Zanzan dit être déterminée à cultiver la paix dans l'intérêt du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et une page triste dans cette édition, le PDCI RDA a rendu hier un dernier hommage à Joachim Boni, ancien membre du conseil politique du parti et ex-conseiller du président Henri Konan Bédié. La cérémonie d'adieu a eu lieu à la maison du parti, siège du PDCI RDA Cocody. Maïssa coupe le témoignage. Un dernier détour par la maison du parti, siège du PDCI RDA avant l'ultime voyage. Le parti a pleuré ce jeudi un de ses illustres militants. La dépouille du professeur Joachim Boni, décédé le 12 août dernier, a reçu un dernier hommage de la part de sa famille politique en présence des membres de sa famille biologique. Pour les militants du PDCI, c'est un grand bâtisseur et un humaniste qui s'en est allié. C'est l'architecte vraiment de l'école ivoirienne depuis l'indépendance. Tout ce que vous avez comme université, INSAC, c'est son œuvre aux côtés du président Houphouët-Boigny. Il y a 3 mois, il m'a reçu dans sa chambre. J'étais au port de son lit, il a discuté avec moi. Il m'a beaucoup parlé du PDCI-RDA et du combat dans lequel j'étais. Et je pense que c'était un testament qu'il me laissait. C'est une cérémonie d'hommage qui démontre que de son vivant, le défunt ayant été militant du PDCI, il a pratiqué son militantisme avec fidélité et loyauté jusqu'à son dernier souffle. Né en 1927, feu le professeur Joachim Boni a été membre du conseil politique et membre du comité des sages du PDCI RDA avant d'occuper la fonction de conseiller du président Henri Konan Bédié. Il a été en 1959 le premier ministre de l'Éducation nationale au sein du gouvernement de feu le président Félix Houphouët-Boigny, alors Premier ministre, parlementaire en 1950 et secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Après le siège du PDCI RDA, le cortège funèbre a pris la direction de Jacquesville, sa ville d'origine, où il doit être inhumé. Voilà, tournons cette page triste pour voir comment la Côte d'Ivoire se prépare à faire face à l'expansion croissante des cultures transgéniques dans l'espace ouest africain. Un atelier va aider à fixer le cadre réglementaire sur la question de l'utilisation des OGM, mais plus généralement des produits issus des biotechnologies modernes, nous explique Félix Amani, Christelle Mena. OGM, organismes génétiquement modifiés. Le débat entre partisans et défenseurs de la nature continue de faire rage dans le monde. Nonobstant, la pratique est en cours dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso et au Mali. Plusieurs produits issus de ces biotechnologies modernes circulent déjà sur le marché sous-régional. Nous, en tant que pays africains, cela constitue une opportunité, justement parce que nous sommes des pays essentiellement agricoles. Mais il faut également aussi que nous puissions utiliser cette opportunité en toute sécurité. Oui à l'utilisation de la science pour augmenter la productivité et la compétitivité agricole, mais seulement dans un cadre réglementaire strict qui protège les populations. La Côte d'Ivoire accuse un vide juridique en la matière et c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest non signataire du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Il est temps que nous puissions donc combler ce vide juridique pour permettre aux professionnels du secteur d'agir en toute sécurité et en toute légalité. Tout reste à faire et les initiatives se multiplient donc pour combler le retard. Plusieurs arrêtés sont en cours d'élaboration. Invité à un atelier de validation de ces projets de texte, la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable, une association pour la protection environnementale. Notre position, c'est bien ça.
c'est la prévention. Faire en sorte que l'utilisation de ces OGM ne puisse pas anéantir l'humanité et l'environnement en général. Si on voit que les OGM causent problème, on ne va pas hésiter un instant à pouvoir apporter notre poids pour qu'au moins l'utilisation des OGM puisse au moins être éradiquée. Pour ou contre l'utilisation des OGM en Côte d'Ivoire, la question ne semble plus ou ne pas se poser. Comme les autres pays d'Afrique, elle a aussi à faire face aux défis qu'impose la croissance exponentielle de la population. Comment assurer l'autosuffisance alimentaire des populations et rester compétitif sur les marchés agricoles internationaux? Comment la Côte d'Ivoire négociera-t-elle ce tournant technologique dans le domaine agricole? Des questions qui attendent encore des réponses. Depuis 1965, la Côte d'Ivoire et la Tunisie entretiennent de bonnes relations. Par exemple, il n'existe pas de visa entre les deux États pour ceux qui ont envie de voyager. En 49 ans de coopération, la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont signé 32 accords dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur, de la culture et de la politique. Récemment, en mission en Tunisie, notre reporter Francis Boifo s'est intéressé à la vie des jeunes en quête d'emploi et des jeunes footballeurs à la recherche du club. Ils sont plus de 3000 les Ivoiriens vivant en Tunisie. Parmi eux, des étudiants et footballeurs souvent victimes d'escroqueries. Comme dans tous les pays, il y a toujours des personnes de mauvaises intentions. Donc, chers camarades, chers frères, chers amis, faites beaucoup attention. Ayez des sous sûrs avant de vous déplacer vers la destination tunisienne. D'autres sont confrontés à des problèmes de séjour, bien qu'il n'existe pas de visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Au-delà de 3 mois, on est soumis à un titre de séjour. Et quand vous n'avez pas la carte de séjour, vous vivez dans des conditions difficiles. Donc, ça aboutit à des rapatriements, à des arrestations par des autorités de la police tunisienne. Et en dehors de ces questions, il faut aussi parler de la question de la traite des jeunes filles. Face à ces difficultés, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie appelle au respect des tests et à la vigilance des populations pour favoriser et développer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. Il faudrait qu'il y ait un certain contrôle au niveau de ceux qui viennent. Même les étudiants qui viennent ici pour chercher et acquérir la connaissance. À l'endroit de nos compatriotes, je leur lance un appel, c'est de s'adresser à l'ambassade. Nous sommes là à leur disposition. La Côte d'Ivoire et la Tunisie, c'est bientôt 50 ans de coopération culturelle, économique et diplomatique. La Côte d'Ivoire importe environ 15 milliards de francs CFA de produits originaires de la Tunisie, tandis que la Tunisie en importe plus de 2 milliards. Mais cela s'explique par la stratégie guidée par l'éco-diplomatie qui nous amène à capter les investissements tunisiens vers la Côte d'Ivoire. Dans le prolongement des relations économiques entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, des missions d'hommes d'affaires sont prévues à Abidjan en 2015. L'Italie commémore ce vendredi 3 octobre le naufrage de Lampedusa. Il y a un an, jour pour jour, sombrait au large de l'île un bateau transportant plusieurs migrants. Plus de 360 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage. En réaction, l'Italie a mis en place le plan Mare Nostrum. L'objectif était de surveiller 24 heures sur 24 les eaux méditerranéennes et près de 100 000 migrants ont pu être sauvés depuis le début des opérations. La mobilisation se poursuit pour venir à bout du virus Ebola qui a tué à ce jour 3300 personnes selon l'OMS. Cuba envoie 165 médecins, infirmières, épidémiologistes et spécialistes des soins intensifs en Sierra Leone pour lutter contre le virus Ebola. Cuba est le premier pays à répondre à l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Il a envoyé 165 médecins et infirmiers qui seront déployés dans les 3 pays frappés par l'épidémie d'Ebola. À leur départ de la Havane, mercredi soir, ils étaient salués et encouragés par le président Raúl Castro en personne. À leur arrivée à Freetown en Sierra Leone, l'ambassadeur spécial de Cuba a souligné l'importance de leur mission. Ce qui se passe ici a malheureusement des répercussions dans le monde entier. Donc la bataille est ici. Et nous lançons un appel à venir nous rejoindre. Cuba est familier de ce genre d'opération. Depuis le début de la révolution, l'île communiste envoie ses médecins aux 4 coins du monde pour faire face à des catastrophes humanitaires, des épidémies ou remettre en place des systèmes de santé comme c'est le cas au Venezuela. Rien qu'en Afrique, plus de 4000 Cubains, dont 2200 médecins, sont présents dans 32 pays. L'envoi de personnel médical fait partie de la diplomatie cubaine et de sa politique de solidarité internationale.
Pour la ministre de la Santé sierra-léonaise, cette aide est la bienvenue, mais elle n'est pas suffisante. Comme vous le savez, nous avons besoin d'autant de professionnels de santé que possible. Cette aide va permettre une percée dans cette bataille, mais il nous en faut plus si possible. 296 médecins et infirmiers cubains supplémentaires sont en cours de préparation sur l'île avant d'être envoyés sur le front Ebola. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé qu'ils vont déployer quelques 3000 militaires dans la région pour lutter contre l'épidémie. Mais Médecins sans frontières, déjà sur place avec 3000 personnels, dont 250 internationaux, rappellent que l'urgence, c'est actuellement de renforcer les équipes médicales et non de promettre de l'argent comme le font les autres pays. Et je rappelle ce communiqué de la présidence de la République. Le jeudi 2 octobre 2014, de 18h à 19h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Au cours de cette réunion, son Excellence Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour que les frontières aériennes avec les pays affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola soient rouvertes, comme il avait annoncé le 26 septembre 2014 lors de son discours à la 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En exécution de ces instructions et dans un esprit de solidarité sous-régionale, les mesures de restriction sont levées. Les vols entre la Côte d'Ivoire et les pays affectés sont désormais autorisés. Dans le but d'accompagner efficacement cette levée des restrictions, le Conseil a décidé du renforcement des mesures sanitaires déjà en vigueur dans les aéroports internationaux du pays, de la mise en place de mesures techniques au niveau du transport aérien en relation avec les pays concernés. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, retrouvez Maïsako pour le dernier journal.